Il suffit parfois d'un seul nom, prononcé à Washington, pour déclencher des mouvements discrets à des milliers de kilomètres. Pas de déclaration officielle, pas de conférence de presse, pas de crise spectaculaire, juste une visite silencieuse à Doha et un malaise perceptible à Rabat. Quand la diplomatie se tait, ce n'est là jamais par hasard. C'est souvent le signe que quelque chose de plus profond est en train de se jouer, loin des caméras, loin des discours rassurants. Ces derniers jours, l'atmosphère diplomatique est devenue étrangement feutrée. Les réunions se tiennent hors caméra, dans des salons fermés, là où chaque mot est pesé et où chaque silence vaut parfois plus qu'une phrase entière. Quand des déclarations existent, elles restent vagues, prudentes, presque creuses, comme si personne ne voulait vraiment dire ce qui est discuté en arrière-plan. Et pendant ce temps, certains médias changent subtilement de ton. Les certitudes d'hier laissent place à des formulations plus hésitantes, plus prudentes, presque inquiètes. Officiellement, rien n'a changé. Officieusement, tout est en train de se redessiner. Le refus américain n'est pas un coup de colère. Ce n'est pas une réaction improvisée, c'est une décision froide, calculée, presque mécanique. À Washington, ce genre de choix ne se fait jamais sous pression extérieure. Chaque paramètre est analysé, chaque précédent est étudié, chaque conséquence est anticipée. Ce que Trump refuse, en réalité, ce n'est pas une demande ponctuelle, ni un interlocuteur précis. Il refuse une manière de faire, une tentative de sortir d'un cadre déjà défini pour en imposer un autre, plus flexible, plus négociable, au gré des intérêts du moment. Et sur ce point, la ligne est claire, certaines règles ne sont plus négociables. Il est essentiel de comprendre une chose, Washington ne bloque pas un pays. Washington impose un cadre, et lorsqu'un cadre est imposé par la première puissance mondiale, il devient un signal géopolitique fort, immédiatement compris par tous ceux qui savent lire entre les lignes. Ce cadre n'est pas personnalisé, il n'est pas émotionnel, il n'est pas dirigé contre un acteur en particulier. Il rappelle simplement que certaines décisions ne peuvent plus être traitées au cas par cas en fonction des opportunités ou des rapports de force temporaires. Le temps des arrangements informels se rétrécit. Dans ce contexte plus rigide, le Maroc donne l'impression de reculer d'un pas, non par choix stratégique, mais parce que l'espace de manœuvre se réduit. Les cadres onusiens, longtemps perçus comme contournables, deviennent plus précis, plus contraignants et surtout plus difficiles à interpréter à son avantage. Des notions longtemps mises à distance refont surface. Autodétermination, référendum, processus encadré. Ces mots reviennent avec insistance et avec eux un malaise croissant. Lorsque les règles ne servent plus la stratégie, on cherche une autre table de jeu, parfois sans être certain qu'elle existe réellement. C'est dans ce contexte que la visite discrète à Doha prend tout son sens. Présentée comme une démarche diplomatique, elle ressemble davantage à une tentative de respiration. Mais le Qatar, réputé pour sa capacité de médiation, choisit cette fois la retenue. Pas de bruit, pas d'annonce, pas de justification spectaculaire. Un simple refus. Et ce refus est peut-être plus lourd de sens que n'importe quelle acceptation. Pourquoi Doha dit non? Parce que certaines médiations ne sont pas des opportunités mais des pièges diplomatiques. Entrer dans ce jeu, c'est accepter de porter un fardeau historique, juridique et politique avec très peu de marge de manœuvre. En refusant, le Qatar envoie un message clair. Il ne souhaite pas être instrumentalisé dans un récit qui dépasse ses propres intérêts stratégiques. Parfois, le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de dire oui, mais dans la capacité de rester en dehors d'une histoire écrite à l'avance. Dans cette séquence, un acteur se distingue par sa retenue, l'Algérie. Pas de déclaration excessive, pas de triomphalisme, pas de précipitation. Cette attitude n'est ni un retrait, ni une hésitation. C'est une lecture patiente des cadres internationaux. Une compréhension que ces cadres évoluent lentement. Et que toute tentative de les forcer conduit presque toujours à une impasse. Plutôt que de chercher des solutions rapides, l'Algérie privilégie le temps long. Dans ce type de crise, celui qui parle le moins est souvent celui qui comprend le mieux. Le silence permet d'observer les contradictions des autres, leurs hésitations, leurs ajustements. Il évite aussi de transformer chaque mot en preuve diplomatique, car en diplomatie, tout ce qui est dit peut être utilisé. Cette sobriété n'est pas une faiblesse, c'est une conviction. Le temps, bien interprété, peut devenir un allié plus puissant que n'importe quelle déclaration publique.
Pris isolément, les mouvements de chaque acteur peuvent sembler opportunistes. Mais mis ensemble, ils dessinent une image plus cohérente. Les États-Unis fixent une orientation. L'ONU rappelle des cadres précis. Le Maroc cherche de l'air. Le Qatar refuse d'entrer dans un jeu risqué. L'Algérie observe sur le long terme. Le cœur du problème n'est pas un refus isolé. Il réside dans l'évolution du système international lui-même. Les règles se durcissent, les marges de manœuvre se réduisent. Les arrangements informels deviennent plus coûteux. Nous ne sommes pas face à une crise classique, faite de ruptures brutales et de tensions visibles. Nous assistons à un rééquilibrage profond, un moment où chaque acteur est contraint de mesurer le coût réel de ses choix. Imagine une partie d'échecs où l'échiquier se transforme en cours de jeu. Certains continuent d'avancer, convaincus de maîtriser le terrain. D'autres s'arrêtent, observent et comprennent que la victoire ne dépend plus de la vitesse, mais de la lecture du nouveau cadre. Et si le véritable danger ne résidait pas dans le refus lui-même, mais dans l'illusion qu'il existe encore des raccourcis diplomatiques? Dans un monde où les règles se resserrent, le bruit ne suffit plus. Ce sont les silences, les cadres et les choix assumés, même discrets, qui façonnent désormais l'avenir de la région. Il existe des dynamiques, elles évoluent lentement, et toute tentative de les forcer mène souvent à des impasses. Plutôt que de rechercher des médiations alternatives ou des solutions rapides, une approche à long terme est privilégiée. On comprend que certaines dynamiques ne s'obtiennent pas par l'agitation mais par la constance et la cohérence. Dans ce contexte, le silence devient une forme de langage stratégique. Il permet d'observer les mouvements des autres, leurs contradictions et l'évolution de leur contexte. Dans certaines crises, celui qui parle le moins est celui qui comprend le mieux. Et cette sobriété, loin d'être une faiblesse, révèle la conviction que le temps, bien interprété, peut devenir un allié plus précieux que n'importe quelle déclaration publique. En prenant du recul et en reliant tous les acteurs impliqués, une autre lecture s'impose. Les États-Unis définissent une orientation. L'ONU rappelle des cadres juridiques précis. Le Maroc cherche à se ménager une marge de manœuvre. Le Qatar choisit la retenue et l'Algérie observe dans une perspective à long terme. Pris isolément, ces mouvements peuvent sembler contradictoires ou opportunistes. Mais une fois rassemblés, cette situation offre un tableau plus cohérent où chaque acteur réagit à une contrainte qui le dépasse. Le cœur du problème ne réside ni dans la position d'un pays en particulier, ni dans un refus isolé ou une tentative de médiation avortée. Il réside dans l'évolution même du cadre international devenu plus rigide, plus standardisé et moins tolérant envers les accords informels. Les règles se précisent, les marges de manœuvre se réduisent et ceux qui tentaient autrefois de jouer entre les lignes constatent que l'espace se rétrécit. Il ne s'agit donc pas d'une crise diplomatique au sens classique du terme, avec des tensions soudaines et des ruptures spectaculaires. Il s'agit d'un rééquilibrage des règles, un rééquilibrage profond qui oblige chaque acteur à revoir sa position et à mesurer le coût réel de ses choix. Imaginez une partie d'échecs où l'échiquier se modifie au cours de la partie. Les pièces avancent avec assurance. Certaines sont persuadées de connaître le terrain par cœur, d'autres comptent sur des alliances tacites pour protéger leurs mouvements. Puis, sans annonce officielle, les cases se déplacent, les règles implicites se durcissent, et ce qui semblait un coup sûr devient soudain risqué. Les joueurs les plus agités cherchent alors une nouvelle approche, une autre table, une autre partie, persuadés de pouvoir encore contourner la logique imposée. D'autres, au contraire, s'arrêtent. Ils observent la nouvelle configuration, acceptent que l'échiquier ne leur appartienne plus et que la victoire se gagne parfois en attendant que l'adversaire se dévoile. Certains refusent même de jouer, conscients que participer à ce moment précis les enfermerait dans un scénario écrit d'avance. Dans ce jeu mouvant, la victoire ne dépend plus de la rapidité ni du bruit, mais de la capacité à comprendre quand avancer, quand se taire et quand laisser le jeu révéler sa vérité. Et si le véritable danger ne résidait pas dans le refus lui-même, mais dans l'illusion qu'il existe encore des raccourcis diplomatiques, des solutions rapides permettant de contourner les cadres, les règles et les équilibres soigneusement établis. Et si derrière chaque mouvement visible se cachait une réalité que peu sont prêts à affronter,
Un équilibre fragile où chaque choix, même silencieux, façonne l'avenir de la région. Dites-moi ce que vous en pensez.